Et salut YouTube. Bonjour Salut YouTube. YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Une séance un petit peu spéciale, puisque ça va être l'ultime de cette campagne, ça va être l'épilogue. Alors effectivement, si très rapidement, vous pouviez rappeler ce qui s'est passé la dernière fois, très rapidement, puis après on verra conclure tout ça pour vos personnages et pour l'univers autour d'eux. Oui, s'il fallait résumer ça rapidement, ce serait on s'est battu encore, et on a fini par fuir, mais pas tout le monde. Après, on peut rentrer peut-être dans les détails. C'est pas mal. Il y a eu une marche des hommes des bois sur Dol Guldur. C'est la dernière marche des hommes des bois qui ont vidé la côte est de Landuin, c'est ça, la rive est de Landuin. Oui. Et donc ils ont levé une armée. Ils ont décidé de lever une armée, de marcher sur Dol Guldur pour une dernière bataille. Gagner quelques années. Et gagner quelques années, voilà. Gagner, repousser l'ombre encore pour quelques temps. Et le temps de trouver une solution. Et puis voilà, c'était une bataille perdue d'avance. Et effectivement. Mais ça a été épique et Collégramme. Non. Pardon. Et ça a été épique, tout court. Voilà. Et sanglant, en tout cas. On a eu à affronter plusieurs vagues d'ennemis, en fait, parce que oui, nous nous sommes proposés gentiment pour aider les hommes des bois dans cette ultime bataille. Et donc on s'est retrouvés confrontés à des araignées géantes, à des Nazgûl et leurs sbires spectraux, à quelques hommes des bois en goguette aussi. C'est pas des hommes des bois, c'était... Des hommes sauvages, Des hommes sauvages, pardon, excuse-moi. Des hommes Pardon, sauvages des bois. Atus. Voilà. Et au bout du compte, Agariel, Atus aussi, et Frédégar, moi-même, avons choisi de fuir. Parce qu'on a tous fini quand même plus ou moins à l'article de la mort. Tandis que Béoric et Nirsa sont restés se battre vaillamment jusqu'au bout. Je suppose qu'on les a vus disparaître sous une noria d'ennemis. Des trolls, je crois que les... Voilà, c'est... Ça, je vous laisserai me le raconter. Ah oui. Je note juste que le grand tueur de monstres a passé sous silence que ces deux qui sont restés ont accompli des choses parfaitement héroïques la dernière fois. Donc Béoric se transformant en loup-garou pour la première fois devant vous, et probablement la dernière aussi, puisqu'il a choisi de reprendre sa forme humaine pour être Béoric lui-même quand tout s'achèverait pour lui. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Mais... Alors, faut quand même ajouter, je sais pas si j'ai bien tout entendu, bien tout écouté, mais que Béoric, en fait, s'est retrouvé dans un état mélancolique parce qu'il a été la cible du souffle noir du Nazgûl qui était présent. C'était le lieutenant, c'est ça je sais plus Le lieutenant de Dol Guldur, oui. Le lieutenant de Dol Guldur, voilà. Qu'il a affronté en forme de loup-garou. Et en fait, ce souffle noir l'a terriblement affecté, bien sûr, et quand Nirsa, je crois, l'a ramené à la conscience, eh bien, il a été, il s'est senti sans doute trop atteint, vraiment de manière définitive, là, pour envisager de revenir à la vie normale, quoi. Voilà. Enfin, c'était déjà arrivé un petit peu de manière un peu moins aiguë, on va dire, précédemment. Il croyait avoir été guéri par un épisode assez incroyable qui lui est arrivé avec Beorn dans les Monts Brumeux, et dont il n'a pas parlé du tout à ses compagnons, mais là c'est revenu plus fort, hein, le souffle noir, en quelque sorte l'a replongé dans sa mélancolie précédente, et surtout il a eu peur que le loup-garou, que sa forme de loup-garou repasse à l'ennemi en quelque sorte, et que le lieutenant de Dol Guldur parvienne en fait à récupérer ce loup-garou et à faire de lui donc une espèce de support humain sans volonté propre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Il a préféré mourir en humain plutôt que de rester loup-garou et de passer à l'ennemi. Voilà. Effectivement. Alors, le lieutenant de Dol Guldur,
ou un autre Nazgûl. Parce que Nirsa a accompli quand même quelque chose d'exceptionnel la dernière fois. Oui, bah c'était. On est quand même vraiment pas passé. On était quasiment tous. Je crois qu'il restait debout. Il restait Atus et moi. Ah bah non, si Atus, moi et Mm. Béoric, Ouais, sachant que Atus a fait très bien aussi. Béoric était ouais, inconscient. Béoric était inconscient. Et Oui. Atus a fait quand même a réussi à balader un peu le Nazgûl, enfin à lui faire quand même assez mal et au moment où tout semblait, enfin disons que on n'avait plus beaucoup d'espoir parce que donc Agariel et Frédégar étaient, enfin étaient au sol agonisants. Et donc j'ai en essayant d'aller, pour ma part, de me diriger vers Béoric pour le remettre d'aplomb. J'ai tiré, voilà, une dernière flèche sur le Nazgûl, en me disant, enfin, avec mon petit arc pas magique que m'avait d'ailleurs confié Agariel parce que j'avais cassé le mien. Et sur ce dernier tir, eh bien, ça a été, voilà, j'ai visé vraiment dans le mille et achevé, je pense vraiment tout juste le Nazgûl parce que vu mon jet, il ne devait pas y avoir beaucoup de marge. Ok, merci. Et donc, on va reprendre sur ce champ de bataille. Je suis Ouais. ravi de voir que le maître de jeu a oublié de mentionner l'épisode où Frédégar s'est lâchement enfui comme un lâche sous la C'est parce que conséquence d'un coup de folie. c'est parce que je savais que Frédégar aurait l'honnêteté de mettre en avant tout ça dans Ouais. la suite de son histoire. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. La légende de Frédégar était déjà bien solidement établie depuis longtemps, de toute façon, il n'y avait rien à perdre. Mais avant de nous tourner vers les lâches, les traîtres, ceux qui ont fui, j'aimerais bien que les deux qui sont restés, donc Béoric et Nirsa, m'expliquent comment ça se passe pour eux. Parce que dans l'état où vous étiez, clairement, il n'y avait plus de chances de survivre. La partie était jouée, mais vous avez choisi de rester. Et donc, j'aimerais que vous me racontiez comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et comment vos personnages ont fini, parce que non, ils ne pourront pas s'en sortir. À vous. Déjà le pourquoi peut-être d'abord, ouais, pour J'ai Béoric, expliqué tu un peux petit commencer, peu. ouais. J'ai expliqué un petit peu tout à l'heure en fait pourquoi. Alors un peu pour couvrir la retraite de nos alliés, mais aussi en raison de la mélancolie qui persistait après le souffle noir et dont il sentait qu'elle ne partirait plus. Et puis pour une raison beaucoup plus rationnelle qui était d'essayer enfin, d'éviter à tout prix de devenir le serviteur d'un loup-garou qui serait repassé du côté de l'ombre. Voilà. C'est pour résumer ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et pour moi, alors en fait, c'est une décision un peu inattendue de venir ça parce que je faisais partie de ceux qui étaient avant la bataille. J'avais, voilà, enfin, j'étais pas convaincue par une opération suicide et je considérais que même vis-à-vis des hommes des bois, c'était, personne pouvait leur demander d'aller à la mort. Et donc j'y suis, Nirsa, voilà, j'y suis allée en me disant: «Bon, bah, OK, je vais soutenir mes compagnons, mais dès que j'en aurai l'occasion, peut-être je trouverai un moyen, enfin, quand la situation sera désespérée, de m'éclipser». Et en fait, bah, alors, à la fois le fait d'avoir, peut-être, enfin, porté le coup final au Nazgûl où je me suis rendu compte que ma présence avait un sens tout simplement, que j'étais pas là pour rien. Alors le fait que Béoric ait décidé de rester, ça parce qu'il y a quand même ouais, une petite relation, voilà, d'affection qui s'est instaurée. Enfin, Nirsa, quand elle a rejoint le groupe, c'était une grande solitaire, ça faisait des années qu'elle était, qu'elle,
qu'elle vagabondait, voilà, dans les terres sauvages, avec quasiment aucune attache. Enfin, j'y reviendrai un petit peu, je pense, là-dessus un peu plus tard. Mais voilà, elle voulait pas laisser Béoric mourir seul, parce qu'elle sait très bien qu'il s'agit de mourir de toute manière. Et il y avait aussi en fait, cette prise de conscience que, donc là pareil, j'y reviendrai un petit peu. Finalement, toute sa vie jusque-là, elle n'a fait que fuir. Elle a commencé par fuir son village natal au pays de Dune, dans les montagnes, voilà, la misère, de son pays natal. Et là, pour la première fois, elle s'est dit, bah non, je ne vais pas fuir, et voilà, je vais rester, parce que alors, pour une autre raison aussi, mais ça, je pense que peut-être j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est que Nyrsa, elle se voyait pas dans l'après, en fait, après cette bataille. Elle avait un problème de conscience, on va dire. Merci. Et donc, maintenant, je vous en prie, dites-moi comment finissent ces personnages, face à qui, dans quelles circonstances. Je vous écoute. Alors je pense que pour ma part, alors si on parle un petit peu de nos classes respectives, hein, moi je suis un vengeur, donc en fait je me jette dans la mêlée, je ne me défends pas, en fait ma meilleure défense c'est vraiment l'attaque. Je pense que j'ai enlevé mon armure, qui m'encombre en fait, hein, depuis le début, et qui de toute façon est en très mauvais état, et que j'ai foncé sur l'ennemi qui me paraissait le plus puissant, probablement. Et c'est probablement un troll, j'imagine, un troll des montagnes, quelque chose comme ça, comme ceux que j'ai aussi, vraiment de justesse, dans les monts brumeux. Et je pense que je suis mort plus d'une fois et que je suis revenu plus d'une fois. Pour, illustrer ça, voilà, j'ai une compétence qui peut être intéressante. L'idée étant que percer 2000 flèches, je peux me relever et combattre jusqu'à rater mon jet, en quelque sorte. Et en fait, je pense que j'ai porté une dernière attaque. Peut-être je sais pas si tu serais d'accord avec ça, Bertrand, mais que je tue ce troll et que ma lance se brise à cette occasion. Voilà, je pense que voilà, je me lance dans un dernier assaut, traverse carrément le crâne du troll, se plante, je sais pas, dans le sol par exemple, derrière, et que je meurs dans la foulée, en fait, quasiment, hein, que je meurs d'épuisement et de toutes les flèches qui me transpercent. Voilà. Avec les échardes de la lance de grise pointe autour de moi, de la lance sans nom. Voilà. Ça me convient tout à fait, merci. Et pour Nyrsa, comment ça se passe? Alors moi, j'étais déjà quasiment à l'agonie, hein, avant de commencer ce combat, donc je savais qu'au moindre, voilà, enfin au moindre coup, en fait, j'avais plus que, il suffisait de m'atteindre une fois presque pour que tout soit terminé. Et donc je suis restée avec mon arc, voilà, à distance, le plus possible, en essayant voilà, de soutenir, effectivement le troll contre Béoric. Je pense que j'ai réussi enfin, disons jusqu'à la mort de Béoric, j'ai réussi à rester inaccessible, à tirer sur le troll de loin. Et par contre, une fois que j'ai assisté donc à la fin de Béoric, j'ai su que voilà, enfin que le troll allait fondre de toute manière sur moi. Et là, j'ai pas fui. Il y en a un autre probablement, parce que ce troll-là est mort. Ouais, et oui, il y en a, oui, je pense qu'il y a plusieurs trolls. Là, je n'ai pas fui. J'ai même, par contre, j'ai lâché mon arc, je suis sortie à découvert et j'ai attendu. Entendu, merci.
Il y a un autre personnage dont il va falloir évoquer le décès. C'est Aldamar. Donc, Atus, toi qui le jouais initialement, est-ce que tu pourrais me décrire comment ça se produit? Ah, ah oui, bah évidemment, j'avais pas pensé à ça, hein. Euh, Voyons. Ce qui me semble le plus probable. Bon, de toute façon, des Nazgûl, il pouvait y en avoir un peu partout dans la culture. Il n'y a pas eu que celui que nous on a affronté. Ça me semble plausible que Aldamar, voyant que l'armée était vraiment en train de perdre pied et que les fidèles combattants se faisaient décimer les uns après les autres, se soit dit qu'il allait se jeter dans dans la bataille, mais de façon vraiment désespérée, parce que jusqu'à présent il pensait qu'il y avait une petite chance quand même. Et je pense qu'il est tombé sur un être maléfique, extrêmement retors, qui... comment dire ça, bon allez, soyons fous. Qui a fait genre qu'il était vraiment blessé, vraiment bien amoché. Mais il jouait sur l'orgueil et le délire d'Aldamar. C'était une sorte d'illusion, on va dire. Et donc Aldamar s'est jeté à corps perdu contre cet ennemi, qui en fait avait juste fait une feinte absolument dégueulasse. Et voilà, et je pense qu'au moment de mourir, Aldamar s'est rendu compte de son erreur et qu'il avait tout perdu. Voilà. Entendu, merci. Donc maintenant, avant de voir le bilan pour le reste de cette armée, je vais demander aux trois qui ont quitté le champ de bataille comment ils l'ont quitté et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après. Alors je sais pas si c'est très possible vu le chaos et les affrontements qu'il y avait de partout, mais je pense que Atus n'a pas juste fui le champ de bataille comme ça, mais qu'il a cherché à aider des combattants blessés ou qui étaient au sol. Mais qu'en fait la tâche se révélait impossible, déjà de par le nombre de blessés horriblement amochés. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il y a eu la panique. Mais ouais, je pense qu'il a d'abord cherché à aider ce qu'il était possible d'aider. Voilà. Peut-être même qu'il a réussi à ramener un ou deux hommes des bois, mais pas plus. Donc tu t'es éloigné d'Agariel et de Frédégar, du coup, pour faire ça. Parce que Agariel et Frédégar ont vraiment fui direct, quoi. Bah, on va te le dire. Voilà. Ah, d'accord, ok. Pardon. Oui, on va... Ben écoute, oui, Agariel, donc elle voit que l'armée est complètement en déroute, que le lieutenant de Dol Guldur est tombé, et elle savait très bien que aller porter le combat devant Dol Guldur, c'était pour gagner un peu de temps. Elle est même étonnée de se retrouver, de pouvoir de se relever. C'est Frédégar qui la relève, je crois. Hein. Je crois que c'est Frédégar qui relève Agariel. Enfin, elle trouve Frédégar près d'elle, en tout cas. Et elle voit vraiment que l'armée est en débandade complète. Elle voit aussi que on est coupé. Tu vois, Béoric était très en avant par rapport à nous. Béoric et Nyrsa étaient bien plus en avant et dans la mêlée par rapport à nous, quoi. Et je pense qu'elle essaie d'appeler Béoric. Elle a compris que quand il se jette complètement dans la mêlée encore plus loin, elle essaie peut-être d'appeler Nyrsa qui l'entend pas. Mais elle entame le mouvement de repli avec l'armée. Le mouvement de fuite du champ de bataille. C'est pas la première fois qu'elle fait ça.
C'est la deuxième fois. Voilà, Gabrielle a toujours pensé que tant qu'elle était vivante, elle pouvait encore continuer à porter des coups à l'ombre et que si elle mourait, elle porterait plus de coups à l'ombre. Elle sait que elle est tout à fait consciente du combat sur le long terme, sur plusieurs générations. Elle a une famille, elle considère voilà, que les enfants, tout ça, c'est très important. C'est pour ça que, enfin pour elle en tout cas, la transmission, c'est extrêmement important. Donc c'est tout ce qui l'a motivée. Je pense que quand elle s'est relevée très très mal en point suite au combat avec le Nazgûl, et puis au combat aussi avec l'araignée la grosse araignée, voilà, qu'elle a combattu. Elle a été quand même bien au front, quoi. Donc là, elle est vraiment très amochée. Mais elle rentre, elle fait le repli donc avec l'armée, et puis elle suit un peu Atus. Essaie de rester groupée avec Atus et Frédégard, et tout en essayant de canaliser les hommes des bois qui tenteraient qui cèdent à la panique, ou d'aider peut-être certains blessés qui sont juste bloqués sous une pierre, ou juste les dégager pour les aider à fuir. Mais on va pas s'arrêter pour faire de la médecine, ça c'est sûr. Voilà, donc peut-être même de repérer quels sont les derniers généraux des hommes des bois vivants, quoi, et puis voilà, de suivre et d'aider au mouvement de retrait. Alors, ce sera une retraite très désordonnée. Ça sera une fuite, disons-le. Ce n'est pas un retrait à ce stade. C'est une débandade, voilà, très clairement. Oui. Ouais. Il y a peu de gens qui s'en tirent. La très grande majorité de l'armée a péri devant Dol Guldur. Frédégard, comment ça se passe pour toi? Ben, moi, ce qui m'incite à fuir, c'est lorsque je vois en fait Agariel qui tourne les talons. Je me dis, bon, si même Agariel s'en va, je vais pas rester là à mourir avec mes camarades, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça que je me confie ensemble. Alors, de mon côté, vu ma petite stature, 1m11 quand même, je peux pas vraiment faire grand chose pour aider les gens, surtout que, ben, comme tu le disais, l'heure n'est pas vraiment à prodiguer les soins. Par contre, juste, j'encourage les soldats que je croise à fuir. Fuyez, restez en vie, mais ne restez pas là. Et donc ouais, c'est ouais, ben, ça un peu la queue entre les jambes que le champ de bataille, mais en même temps, je tiens ma vie et j'ai pas l'intention de la laisser là. Ma vie, aux portes de Dol Guldur. Donc je avec Agariel, ben, on titube, je pense, un peu de concert en direction de la sortie le plus proche. Ok. Concernant le sort de l'armée des hommes des bois, plus globalement, donc ça a été un vrai massacre au pied de Dol Guldur. Enfin, un massacre où les hommes des bois ont chèrement vendu leur vie. Ils ont infligé de lourdes pertes aux forces de l'ombre dans la forêt noire méridionale. Par contre, pour ce qui est de la plupart de leurs meneurs, ils ont péri au combat. Friedwald, vous le saviez, c'était un des premiers à être mort dans la bataille. C'était un vieil homme qui n'attendait plus grand-chose de la vie, qui appréciait sans doute cette opportunité d'achever sa vie de cette manière. C'est un petit peu la même chose en ce qui concerne Hardfast, qui était le seigneur de Castelpeak. Un homme des bois techniquement, mais les hommes des bois de Castelpeak étaient quand même très différents de ceux de la forêt noire. Vous saviez, et il savait lui aussi, que probablement personne ne lui aurait fait de reproche si lui et les hommes de Castelpeak ne s'étaient pas joints à cette marche des hommes des bois. Mais il a tenu à venir avec quelques-uns de ses fidèles. Un vieil homme, là encore, qui a péri sous les coups d'une masse indifférenciée d'ennemis. Le Dast est mort également, et Munderik. Deux hommes des bois plus jeunes,
assez bravaches, qui cherchaient à se faire un nom depuis des années, qui cherchaient à devenir de grands meneurs parmi les hommes des bois. On laissera à la postérité ou aux personnages qui ont survécu le soin de décider si c'est effectivement ce qui s'est produit. Mais ils ont péri ensemble. Mogdred aussi est mort. Ah oui. Ah, il était pas si méchant que ça au bout du compte. Quoi qu'il en soit, Mogdred, avec les hommes de la colline qui l'avaient suivi, a combattu jusqu'à la fin, lui du moins. Certains de ces hommes ont fui assez rapidement, ne voulant plus s'impliquer dans ce combat. En fait, les forces de la colline du tyran se sont assez rapidement amenuisées. Mais était-ce Là encore, on vous laissera déterminer les raisons. Mogdred, quoi qu'il en soit, est resté. Et en définitive, lui qui avait voulu devenir le chef des Hommes des Bois et qui n'était pas parvenu, notamment de votre fait, mais lui qui avait en même temps retrouvé un certain regain de popularité en aidant les nains dans la tâche de la reconstitution de la vieille route de la forêt, notamment. Eh bien, c'est sans doute quelqu'un qui, au fil des années, a appris qu'être craint, c'était pas mal, mais être aimé, c'était bien aussi. Je vous laisserai déterminer si ça rachète ses mauvaises actions ou pas. Quoi qu'il en soit, il est mort devant les fortifications de Dol Guldur et il est mort héroïquement. Séawyn le Généreux est mort. Séawyn, que vous connaissiez depuis très longtemps. Lui aussi, un petit peu comme Artfas, c'était un homme des bois différent des autres. Ne serait-ce que parce qu'il était le chef de l'établissement de Bourg-Radieux dans la Brèche Est, donc très éloigné de Bourg-les-Bois et de Fort-Bois, etc. Un homme qui s'était vu attribuer le titre de chef de guerre et qui pourtant n'avait strictement rien à guerrier. Mais un diplomate, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un de sage et qui faisait honneur à son surnom de généreux. Le destin l'a amené à mourir au combat, ce pourquoi il n'était absolument pas destiné, mais il a montré qu'il avait le courage pour cela, et il s'est battu jusqu'à la fin. Le dernier chef de guerre des Hommes des Bois est donc lui aussi mort devant Dol Guldur. Il n'y avait pas que des Hommes des Bois dans cette bataille. Il y avait quelques Béornides, il y avait quelques elfes surtout. Des elfes du royaume sylvestre. Et une sorte de rivalité étrange, difficile à comprendre sans doute pour les Hommes des Bois ici, mais qui voyaient la faction des elfes capricieux et d'autres elfes plus pondérés s'affronter en permanence. Et il y avait un contingent des deux ici, à Dol Guldur. Il y avait les elfes capricieux emmenés par Orophal, et les autres étaient emmenés par la sœur d'Orophal, Carantiel, qui, depuis les premiers événements et a impliqué le loup-garou de la forêt noire dans vos aventures, avait quitté la faction des elfes capricieux pour représenter un petit peu une sorte de voie de la sagesse et de la pondération auprès de Thranduil. Le frère et la sœur ont combattu ensemble, en définitive, dans un esprit très différent. Les elfes capricieux, eux, voulaient faire la démonstration de ce qu'il valait mieux que les Hommes des Bois. Les autres, avec Carantiel, étaient là parce qu'ils considéraient que c'était de leur devoir et que, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils en disent, les elfes sylvestres font partie des peuples libres du Nord. Et le souvenir de la bataille des 5 armées ou d'autres occasions de ce genre ont dépassé chez eux les difficultés qu'il y avait avec les hommes de Dal ou avec les nains de Grisfoss. Qu'ils faisaient partie de cette communauté et qui devait tout faire pour la défendre aussi. Orophal est mort au combat. Carantiel a survécu, avec un petit groupe d'elfes qui a rapidement ensuite repris la route du Nord pour rejoindre le royaume sylvestre, les Halles de Thranduil, qui vivaient quasiment en état de siège depuis plusieurs années maintenant. Mais un chemin se dessine devant ces elfes qui migrent vers le Nord.
Les coups portés à l'ennemi à Dol Guldur feront une différence. Ou du moins, ils feront une différence pour les hommes. Après tout, ce qui s'est passé depuis le début de vos aventures, 30 années, c'est une vie d'homme. Pour un elfe, c'est un battement de sourcils. Mais ça s'inscrit quand même dans la longue histoire du royaume sylvestre. Carantiel retourne donc auprès de Thranduil, où il restera une voie de la sagesse, de la pondération et de la diplomatie. Des grandes figures des hommes des bois qui faisaient partie de la dernière assemblée à Bois-les-Bois, la seule qui survit, c'est Brunhilde. Brunhilde qui n'était pas exactement un chef de guerre, mais quelqu'un qui avait forgé une expérience de combattante lors du siège de Grisfoss, qui était parti à cette bataille dans l'idée de chanter les exploits des hommes et des nains contre les forces de l'ombre. Et qui l'a fait, effectivement, mais en restant perturbée jusque dans toutes ces chansons qu'elle a pu composer depuis par le spectacle d'un champ de bataille, quand les derniers coups d'épée ont été portés, et des cadavres qui jonchent la plaine ou la vallée. C'est à nouveau le même spectacle auquel elle a assisté, devant Dol Guldur. Mais elle survivra pour en parler, pour raconter des exploits, pour pleurer les pertes, pour garder vivant le souvenir d'un peuple qui a disparu. Car les hommes des bois, à ce stade, eh bien, il en reste très peu. Comme je disais, ce n'était pas on ne pouvait pas organiser une retraite dans ces conditions. Les hommes des bois qui ont survécu ont fui le champ de bataille, parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à faire. Les hommes des bois qui avaient déjà refusé le combat précédemment s'étaient exilés volontairement, certains à Castelpic, d'autres dans le territoire béornide, d'autres dans la forêt noire septentrionale, où Thranduil avait dit qu'il leur accorderait sa protection, en dehors des limites du royaume sylvestre, mais dans sa sphère d'influence. C'est là-bas que s'est installée Eva, notamment, qui a essayé d'organiser ce qui restait du peuple des hommes des bois, mais en ne cherchant plus forcément à maintenir son nom qui ne signifiait plus grand-chose à ce stade. Ceci dit, la bataille a quand même porté ses fruits. Si les hommes des bois ont péri en tant que peuple, les forces de l'ombre ont subi de rudes coups. Après cette bataille, même si Dol Guldur appartient toujours à l'ombre, ses forces sont trop faibles pour pouvoir perpétuer un petit peu cet état de siège permanent qui affectait la région depuis très longtemps. Pendant au moins une génération, l'ombre ne va pas quitter la forêt, mais elle ne va pas s'y étendre non plus davantage. En fait, d'une manière ou d'une autre, elle devra se cantonner à Dol Guldur et y lécher ses blessures et reconstruire ses forces. Au point que, après une dizaine d'années d'hésitation, quelques-uns des anciens hommes des bois qui avaient suivi Eva essayent à nouveau d'établir des domaines dans la lisière ouest de la forêt. Ils n'y resteront pas éternellement. Après une génération, les forces de l'ombre ont repris suffisamment de poils de la bête pour à nouveau menacer cette région. Et il faudra alors s'avouer vaincu et constater que les hommes des bois ne font plus partie de la terre du milieu, qu'ils sont une légende. Quelque chose qui relève irrémédiablement du passé. Donc je reviens aux 3 survivants. En sachant tout cela, qu'est-ce que vous faites ensuite, après avoir atteint la sécurité de la vallée de l'Anduin? En ce qui me concerne, je vais tout simplement retourner à l'auberge orientale, en tout cas pendant un temps. Je ne sais pas si j'aurai forcément beaucoup l'occasion ou l'envie de revoir, si peut-être un peu de revoir Agariel et Athus. Quoi qu'il en soit, je pense à l'auberge orientale, je vais passer les années qui vont suivre à mettre en garde les gens quand même en parlant de l'ombre et des dangers que ça représente. En parlant je pense aussi de mes aventures. Un peu toutes centrées sur moi et accessoirement un peu mes compagnons.
Bon, je pense que ça va finir un peu par lasser la clientèle à force. Une clientèle qui, je sais pas après ce que ça peut donner en termes de population autour de l'auberge orientale, mais s'il y a moins d'hommes des bois, enfin, peux supposer que la clientèle aussi peut se faire plus rare. Et je En me fait, dis, pas forcément, parce que tu es plutôt en territoire Burnie et tu es justement à la limite de la forêt noire méridionale, dans là où les hommes des bois survivants se sont établis pour beaucoup d'entre eux. Donc en fait, est-ce que la clientèle est plus importante ou non, ça je te laisse le déterminer, mais pour le coup, il y a probablement plus d'hommes des bois qui passent à l'auberge orientale après la bataille qu'avant. Il n'est pas exclu que ouais. Eva y vienne de temps en temps d'ailleurs, par exemple. Ou Brunhilde aussi. D'accord, ok. Mais quoi qu'il en soit, j'imagine qu'au bout d'un certain temps, enfin, l'âge aidant, parce que là, à ce moment-ci de Frédéric doit, on avait calculé ça, à une soixantaine d'années. Je pense qu'il en a, que j'en ai un peu marre du climat là, de ce côté-ci des montagnes brumeuses, et que j'ai très envie de revoir la comté et d'y couler mes vieux jours. Et donc c'est ce que je finis par faire, je pense, peut-être au bout de, je sais pas, 10, 15 ans. Et ouais, mais je reste enfin, je sais pas, j'ai comme 2 points d'ombre, ça pèse sur le moral. Et du coup, j'imagine que Frédéric se transforme en un être un peu acariâtre, aigri en fait, et qui reste dans la solitude jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce qu'il advient de l'arc de Rufus Took? Pendant un temps, il a accroché au-dessus de l'âtre dans l'auberge orientale. Mais lorsque je retourne à l'Ezo, dans la comté, je l'embarque bien sûr avec moi, pas question de le laisser aux enfants d'Odinas. Enfin, c'est comme avec ça que je vais dégommer non pas un, mais 2 dragons, ainsi que le roi. Au moins un dragon avec. Le premier, je sais plus si j'avais déjà cet arc, c'est pas sûr. Pareil pour le roi JP, c'était juste avec un arc normal. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette relique, à mon avis, a plus de sens si elle se trouve dans la comté. Et comme d'ailleurs l'arc s'y est trouvé par le passé. C'était d'ailleurs l'une des obligations après qu'on l'ait retrouvé, dans un terme, c'était de la laisser à la comté pour qu'elle puisse être, comme un matum en fait, pour qu'il puisse être vu et ouais, exposé, je sais pas si c'est le terme, en tout cas au bénéfice de tous les hobbits. Et c'est le destin final de cet arc aussi. Enfin, il retrouve cette fonction-là de matum. C'est le sort de foudre également ou... Ouais. Lorsque je retourne dans la comté, je suis plus du tout en âge de me battre, donc ouais, foudre et l'arc de Rufus Took sont... Il n'y a pas un musée des Matum ou quelque chose comme ça? Enfin, un endroit où ils sont entreposés? Je sais plus. Si, il y a ça, Voilà. je sais plus où exactement. En tout cas, peut-être à Hobbitbourg. En tout cas, voilà, c'est là que ces 2 armes, si légendaire s'y trouve, non? Non, je crois que c'est pas au Bitbourg et à un endroit. J'ai oublié le nom, mais il y a un musée d'hématomes, effectivement, mais je me souviens plus exactement de la bourgade. Je vais chercher si tu veux. D'un point de vue chronologique. Ah, ça j'ai trouvé. Ouais. Excuse-moi juste un instant, Brad. Je t'en prie. Ah, En fait, c'est la maison des Matum et c'est situé à Grande Grande Creusée. Creusée. Voilà. D'accord. En plus de ça, il faut aussi que je te demande, est-ce que tu restes à l'ESO du coup pour l'essentiel ou est-ce que de temps en temps tu as de vieux souvenirs de ta vie d'aventurier qui te font des frissons dans les jambes et qui t'amènent à voyager un peu? Si je voyage, c'est pas au-delà de Foncombe. J'imagine que je peux être susceptible d'y croiser à Gariel. Mais après, juste l'âge et disons que les 30 dernières années n'ont pas été très reposantes. Je pense juste que je suis brisé de partout. Enfin, ouais, bien Tu peux être susceptible tout court, quoi, c'est ça. Susceptible tout court, oui, ça c'est sûr. Et également, juste, ouais, abîmé par l'âge et par les combats. Donc, ouais, ma santé est pas fleurie, et pas très vaillante en fait. Plus les années passent. Enfin, plus vite en tout cas que pour un hobbit qui a passé toute sa vie dans la comté. Donc ouais, je vais peut-être me rendre quelques fois à Foncombe.
en souvenir de mon vieux temps, mais c'est tout. Et je me demandais aussi si parfois tu avais, ou pas, à toi de me le dire, des conversations avec le seul hobbit de la région qui pourrait rivaliser avec toi en termes d'aventure, Bilbo. Monsieur Bilbo Saquet. Ouais. Alors c'est justement, je voulais préciser ça tout à l'heure, mon intervention visait à cela, nous sommes en 2976, donc quand cette bataille arrive, excusez-moi, je crois que c'est ça, hein. Corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas ça sous les C'est yeux, ça, oui. je le dis de nom, voilà, et l'anniversaire de Bilbo, quand il quitte la comté, c'est 3001. C'est 111 ans là, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc tu peux, à toi de voir frais d'égards, mais tu peux être invité par exemple à l'anniversaire de Bilbo. De Bilbo. Ouais. Parce qu'attends, ça me ferait quel âge du coup? Je crois Là t'es qu'il une affiche. soixantaine, là ça te ferait 74 ans. Non, Dans je les suis né en 85. 1912. J'ai proche des 100 ans là, pour l'anniversaire de Bilbo. dans la Remarque, longue Bilbo, liste des noms que Bilbo énonce au début du Seigneur des Anneaux, je crois que les Sanglebuts y sont, bien sûr. Tu dois être là. Enfin, oui, oui. probablement oui. Pas très vaillant, mais présent quand même. Parce que oui, du coup, ça me fait 88 ans à ce moment-là. Ah bah 89, pardon. c'est un âge, raisonnable, je pense. Enfin raisonnable, disons, pour un hobbit, ça doit pas être exceptionnel non plus, hein. Pour un hobbit sédentaire, pas pour un hobbit qui a passé son temps à porter la Terre du Milieu, qui a été au nord, à l'est, qui a combattu des dragons et autres bêtes dangereuses. Enfin, comment dire, je le sens dans mes os là que c'est Ouais. compliqué. Donc Et oui, t'as pris quelques points de corruption, quoi. aussi, ouais. Donc, ce qui fait que je suis pas sûr que mes échanges avec Bilbo soient très cordiaux. Enfin, j'ai toujours tendance à ramener attirer la couverture à moi. Alors moi, oui, j'ai tué un dragon, j'en ai même tué 2, monsieur, ainsi que le roi Gibet. Vous avez pas connu tout ça? Un dragon, Smaug, oui, bien sûr. C'est impressionnant, j'en conviens. J'en ai vu plus C'est que même vous. pas lui qui l'a tué, hein. C'est même pas lui qui l'a tué en plus. Je l'ai tué, moi, monsieur Saquet, ce dragon. Donc bon, je pense que je dois gentiment gaver Bilbo. T'es peut-être moins riche que lui en plus, ça se trouve. Non? Ah, lui, oui, forcément, il tombe sur un trésor. Ah oui. Moi, j'ai juste des économies faites à la berge orientale et c'est pas grand-chose parce que tout était réinvesti pour le bénéfice de l'auberge. Et, durant toutes ces années de retraite, est-ce que Frédégar est resté un vieux célibataire ou il s'est installé quelque part? Il avait une famille et des petits hobbits à faire danser sur ses genoux. Non, il a pas trouvé chaussure à son pied. Ouais, non, enfin, son côté aigri et acariâtre ne plaît pas forcément à la gente féminine hobbit. Et faudrait que je sais plus si je suis censé avoir des frères ou des sœurs, si je dois forcément de la famille. T'arrêtes Mais, pas de parler de dragon, franchement, c'est pas très convenable dans la comté, ça, je pense, hein. Non, et puis franchement, mes petits neveux, petites nièces me prennent juste pour un vieux fou, hein, pas très agréable, un peu revêche. Surtout lorsque j'arrête pas de faire le rabat-joie en disant ouais, profitez de ce que vous pouvez tant que vous le pouvez, ça va pas durer. L'ombre arrivera ici aussi, si vous ne faites pas attention. Ah oui, papy, oui, c'est ça. Ce genre de choses. Est-ce que, si ça se trouve, Gandalf passe quand même, parce qu'il passe de temps en temps dans la comté quand même. Oui, Oui. Vous croisez, non? bien sûr. Après, c'est pas Gandalf qui nous a décerné le rang de aventurier de niveau 3. Bon, Gandalf, c'est une présence rassurante que j'ai toujours plaisir à voir et je pense qu'il doit me faire un peu dégonfler le melon, redescendre sur terre, ce genre de choses. C'est bienvenu, mais bon, après, le melon finit quand même bien par regonfler. Je me demandais du coup, Frédégar serait peut-être toujours là au moment de l'invasion de la comté par Saruman, ex-Saruman. 3019. 3019, ça lui fait du coup 107 ans. Si c'est... Oui, Bilbo a atteint 111 ans, donc oui, je pense que je suis là et je suis en mode fataliste, donc du coup, je l'avais.
Je l'avais dit, je l'avais dit. Et est-ce que du coup, tu ne résistes pas? Tu laisses faire? C'est une bonne question. Si on observe le glissement, souvent désastreux, enfin, lorsqu'on dit que la vieillesse est un naufrage, je pourrais même être tenté de collaborer avec avec les quelques points d'ombre permanents que j'ai accumulés. Ça serait pas déconnant, mais en même temps, j'ai lutté. Enfin, je sais pas. Ah, ça paraît quand même peu crédible, non? Ouais. Ouais. Je sais pas. Et justement, si t'as pris si t'as pris un peu le melon face à ça, Ou on peut laisser ça dans l'indécision, si tu préfères. Je préfère. J'ai pas vraiment réfléchi à. Je pense pas que ça. Ouais. Laissons ça dans le flou pour le moment. Je vais y réfléchir. Ok, merci. Est-ce qu'on pourrait voir maintenant ce qu'il en est d'Agariel? oui. Oui. Alors, on va régler la question de la longévité d'Agariel tout de suite. Agariel vivra assez longtemps pour voir le retour du roi. Donc 3019, elle est née en 2908, ça lui fait 111 ans, exactement, comme Bilbon. Ce qui pour un Dunedain n'est pas... Oui, c'est pas exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Même, et surtout qu'en plus, voilà, en termes très... en fait, dans sa famille, sa mère n'est pas morte encore, donc voilà, je pourrais produire le... Alors, attendez, je vais essayer de mettre la main sur l'arbre généalogique d'Agariel. Donc en fait, sa mère n'est pas morte, sa mère est née en 2879, elle a presque 100 ans. Elle mourra peu de temps après le retour, peu de temps après la bataille une dizaine d'années, 5-10 ans après la bataille de Dol Guldur. Et il y aura une discussion entre Agariel et sa mère qui voilà, assez importante pour le lore interne à la famille d'Agariel, puisqu'il y avait une histoire de lignée royale en ce qui concernait les personnages que j'avais créés en cas de décès d'Agariel. Voilà. Et donc du coup, Agariel, elle va rentrer donc à Foncombe après la bataille. Elle va faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait en fait. C'est-à-dire que elle va s'occuper des enfants et plus particulièrement de sa petite fille qui, comme elle, va hériter de la vision des fantômes. Voilà, donc Agariel, c'est un truc qui l'intéresse, donc elle va boucler un petit peu ses mémoires, elle va prendre le temps de les écrire, de boucler ses mémoires, elle va s'occuper des très jeunes enfants. C'est vraiment si ça lui est autorisé, c'est vraiment son grand bonheur. Et voilà, les former, à faire faire leur premier pas, apprendre à tuer, à traquer, à tuer leur premier gobelin. Elle retournera uniquement si elle est invitée, elle continuera à avoir elle retournera par exemple du côté de... Pendant quelques années encore, elle voyagera, mais de manière plus épisodique, pas tous les ans comme elle le faisait, de l'autre côté des monts brumeux, pour prendre des nouvelles, pour voir Frédégard à l'auberge orientale, pour voir Athus aussi probablement, pour si elle est invitée, par exemple pour passer voir Béorn. Mais elle s'imposera pas, elle passera plus comme elle le faisait avant, elle ne se sent plus mandatée de cela. Et peut-être si tu me l'autorises Bertrand, il y aurait bien une toute dernière aventure, très peu de temps après la bataille de Dol Guldur, où Agariel retournerait seul sur les lieux de la bataille, de manière extrêmement discrète. Donc est-ce que tu me l'autorises? A
priori, oui. Sauf si c'est pour me dire que tu y fous le feu et que tu mets un terme aux Reines de l'Ombre et que la guerre de l'Anneau n'arrivera Non, jamais, pas, non. pas du tout en fait. C'est pour honorer Béoric et Nyrsa. Oh, Voilà. c'est gentil ça. Ouais, elle a ramené les petites fleurs violettes. Elle essaie de repérer l'endroit où était où elle a vu pour la dernière fois Nyrsa et Béoric et elle plante les petites fleurs violettes qui ornent son papier à lettres depuis toujours et qui sont de sa région en fait, voilà, de l'Arnor. Je pense que Frédégard il est un peu sourd à ça. Je pense qu'elle peut parler de ce projet-là à Tus par exemple typiquement. Oui, mais ça cadre bien avec la petite histoire que j'ai écrite, oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc elle peut parler de ce projet-là à Tus. Je pense que Frédégard il est, j'ai l'impression qu'il est parti. En fait, chaque fois qu'elle le voit, Ouais. elle dit waouh, vraiment elle se demande ce qui est préférable. Voilà. Donc elle retourne là-bas et en fait elle présente ça à Tus de la manière suivante. Elle dit à Atus qu'elle irait bien récupérer son arc. Voilà, avec un petit sourire en coin. Pardon, ce serait à quelle époque? Parce qu'après, Atus, il part très loin, mais ça, c'est... Très tôt après la Non. bataille, quand l'ombre est Ah. vraiment bien affaiblie, tu vois, genre pas D'accord. l'année d'après, mais genre 2078, genre 2 ans après, quoi. Ok, ça cadre. Ouais, ouais. Ça cadrerait pour toi? Ouais, On ouais. pourrait y aller ensemble, tu penses, ouais. Ouais, ouais. Et de manière extrêmement discrète, en se faufilant. Voilà. Ok. Du coup, tu disais que Agariel était toujours là au moment du retour du roi. Est-ce que Ouais. tu restes dans l'ancien royaume d'Arnor à cette époque ou est-ce que tu pars vers le sud? Alors, peu de temps avant le retour du roi, en fait, Agriel va laisser son épée à sa petite fille et va transmettre son héritage parce qu'elle n'aura plus vraiment la force de la porter, même si elle continuera à peut-être amener quelques... Voilà, c'est-à-dire que c'est quelques expéditions, mais non, elle veut voir le Gondor. Donc elle partira dans le sud. Et elle mourra là-bas. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Agariel ou sur sa descendance? Non, rien de particulier. Je pense que c'est pas... Après, voilà, il y aura des combats au moment du retour du roi. Il y a des combats un peu partout, hein, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas. Il y a quand même l'ombre Oui. qui s'agite un peu partout. Donc à ce moment-là, voilà, Gaël aidera les siens. Elle combattra à nouveau, autant que son grand âge, autant que faire se peut pour elle, vu son âge. Mais ce sera toujours une bonne éclaireuse. Justement, elle va peut-être moins combattre et être plus orientée sur la discrétion, sur éclairer, rapporter des informations. Voilà, elle va aider, c'est sûr. Et après, ouais, peut-être même pourra-t-elle. Je pense qu'elle fera tout pour voir l'arbre refleurir. Pour elle, c'est très très important. D'accord, merci. Reste Atus dans ce cas. Ouais. Alors, juste un détail. Tu disais que pendant la première dizaine d'années après la bataille à Dol Guldur, des hommes des bois avaient pu se réinstaller. Ça veut dire qu'ils avaient repris les villages qu'on connaît ou ils avaient créé d'autres communautés ailleurs Certains ont essayé de s'installer à Bourg-les-Bois et à Fort-Bois. Ils n'ont pas pu y rester très longtemps, mais pendant quelque temps, il y a eu un semblant de renaissance de ces deux établissements. Pour ce D'accord. qui est de Rosgobel, qui était plus davantage lié à ton personnage, les hommes des bois ne se sont plus installés dans la région. Radagast y est resté par contre. Il gardait un œil sur Dol Guldur. On disait aussi que régulièrement, il allait voir les filles de la rivière, peut-être. Mais les hommes des bois ne se sont plus installés à Rosgobel.
D'accord, oui, donc les lieux sont bien désertés. Ok. Sauf pour Radagast. Non Oui, Ah non, bah non, oui, Radagast enfin, peut-être. Je sais pas. enfin, à part Radagast, il reste le plus grand monde là-bas. D'accord, parce que j'avais dans l'idée que Athus s'était engagé, mais de manière tout à fait sérieuse, désintéressée, à la préservation du patrimoine des hommes des bois. Et notamment, il a essayé d'aider à la préservation du Seld, qui est le grand hall de Fort-Bois, où il y a les gravures et le patrimoine des hommes des bois. Et voilà, je pense qu'il a fait ça les premières années, ou en tout cas essayer d'aider à leur transport dans un lieu plus sûr, étant donné que la situation se dégrade malgré tout. Alors, seulement, je sais pas dans quel endroit d'exil ce serait le plus approprié de recréer le grand hall de Fort-Bois au vu du Seld. Du côté de près de Tranduil ou près des Béornites, je sais pas trop, parce que finalement les hommes des bois vont être très très éparpillés. Donc je sais pas si une communauté assez importante pour... Il y en a une pendant quelques temps en Forêt-Noire septentrionale, autour de Eva de la Source. Mais par contre, ce sont des gens qui, après ces événements, ont un peu tiré un trait sur le passé et sur l'identité en tant qu'homme des bois. D'accord, d'accord. Ouais, donc ce serait un peu un projet désespéré. Et d'ailleurs, c'était pas la seule préoccupation d'Athus, puisque bon, il s'y est mis sincèrement, mais ça va être trop compliqué. Il ne trouvera pas assez de gens pour l'aider à tenir ce projet. Et en parallèle, il avait mis un point d'honneur, là aussi de manière tout à fait désintéressée et tout à fait sincère, à récupérer tout ce qui aurait pu être laissé en arrière dans les villages abandonnés pour les gens qui auraient besoin de récupérer tel ou tel objet important de manière sentimentale ou pécuniaire, etc. Et il s'était fait un petit nom dans cette entreprise, puisque c'était le seul assez taré pour aller faire ces petites expéditions dans des zones de plus en plus dangereuses. Et le fait est qu'au fur et à mesure de ces dites expéditions, il a fini par se laisser tenter à nouveau par les tumulus, et puis si jamais à Dol Guldur on pouvait trouver quelque chose, etc. etc. Et c'est peut-être à ce moment que Agariel était venu chez les hommes des bois et qu'on a fait que nous sommes allés à Dol Guldur pour par rapport à Béoric et Nirsa. Mais je pense qu'à ce moment-là, Agariel a bien vu que j'avais les yeux un peu fiévreux, que je commençais à être un peu à l'ouest. Et je pense que c'est une des dernières choses qu'on a fait ensemble, d'essayer de rendre hommage à Béoric et Nirsa, à Dol Guldur. Parce que par la suite, Athus en a commencé à le regarder un peu bizarrement, il commençait à avoir une accumulation de babioles et de colliers, de bagues, de machins clinquants, ou voir des trucs avec des symboles un peu bizarres. Et finalement, on lui a accordé une mauvaise réputation qu'il ne méritait absolument pas. Et il a fini par essayer de vendre ses services à l'auberge orientale. Pareil, récupération d'objets perdus, surtout en lieu difficile. Mais là, c'est pareil, on a fini par l'accuser à demi-mot, d'égarer les choses qui avaient le plus de valeur. Et finalement, il a entendu parler de mercenaires et d'aventuriers qui embarquaient depuis Esgaroth. Il les a rejoints. Et il a vu les monts du Fer, la mer de Rune. Là, au moins, on ne le soupçonnerait plus. Et ses talents de chercheur seraient appréciés.
Pardon, j'ai écrit une tartine. Il me reste encore un paragraphe. Je fais vite. Non, c'est très bien. C'est cool. Très bien, c'est très bien. Et au fond de lui, par contre, il n'a jamais cessé de croire qu'il trouverait un artefact, une arme, quelque chose de magique qui permettrait de tordre le cou pour de bon à l'ombre, parce qu'il n'a jamais oublié Dol Guldur, ça l'a vraiment marqué. Mais en attendant, il fallait bien vivre, et les à côté ne manquaient pas. Et c'est bien plus tard, parce qu'il avait fini par disparaître du côté des monts du Fer, bien plus tard, on a entendu parler d'un homme des bois assez âgé, à moitié hagard, qui cherchait à rassembler une petite troupe d'aventuriers pour partir à la désolation grise, à la recherche d'une arme magique d'inestimable valeur. Personne n'était assez fou pour le suivre, il est donc parti seul. Voilà. C'était la référence à... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu ce squelette... Oui. Voilà, oui. le soldat et tout ça, et l'arme avait eu un effet monumental sur Atius. Voilà, il s'était juré d'y retourner. D'accord, merci. Alors, Bertrand, par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure sur Frédégar et Saruman dans la comté, je pense que juste que Frédégar ne voit pas ça. J'ai regardé un peu l'espérance de vie moyenne d'un hobbit, et qui est en fait une centaine d'années. Il y a quelques-uns qui peuvent vivre longtemps, et Bilbo est clairement, ou le vieux Touk, sont clairement fait de ce bois-là, mais c'est pas le cas de Frédégar, qui souvent décède peu de temps après l'anniversaire de Bilbo. D'accord, très bien, merci. Ok. Je vais rajouter quelques événements dans le plus vaste monde. Déjà, il y a une question qui s'était posée, donc c'était le sort de la lampe de Balti. Thranduil a tenu sa promesse, même si en maugréant un petit peu. Mais de temps en temps, il y avait quelques personnes dans son entourage, et notamment Carantiel, qui avait donc survécu à la bataille de Dol Guldur, qui lui rappelait sa promesse. Carantiel s'est probablement traîné, pendant un premier temps, pas seulement l'image de la voie de la sagesse et de la pondération, mais un petit peu aussi d'un oiseau de mauvais augure serait pas le terme. Peut-être quelque chose d'une mauvaise conscience de la part d'Elfe Sylvestre quand même en même temps, sur tout ce qui s'était passé dans la forêt durant ces 30 années. Et donc Thranduil a bien convoqué le Conseil Blanc pour déterminer le sort de la lampe de Balti. Elrond s'y est rendu, Gandalf, Saruman, Radagast, Galadriel également, lors d'une de ces rares sorties de la Lorienne. Et je pense, à moins que cela ne vous convienne pas, je pense que c'est peut-être Galadriel qui pourrait remporter la décision ici. Et convaincre Thranduil effectivement de laisser la lampe partir à Foncombe. Elle y sera accompagnée par Elrond et les magiciens, et il n'y a plus de menace immédiate des Nazgûl dans la région pour rendre ce trajet périlleux. La lampe se retrouvera bien à Foncombe. Et avec elle, peut-être via Carantiel, peut-être via Brunhild qui a pu travailler dans la région, quelques souvenirs malgré tout de l'épopée des Hommes des Bois. Et puis de l'autre côté de la forêt, dès l'année suivante, en fait, en 1977, il y a quand même 2 événements à noter. Le premier, ça va être en Erebor, où Balin, fils de Fundin, l'un des 12 compagnons de Thorin écu de Chêne, évoque la force grandissante du royaume. Il estime de plus en plus que les siens pourraient, d'ici quelques années, se tourner vers l'ouest et reconquérir la demeure de Durin. Tous les nains, mais aussi tous les individus jouissant d'une bonne réputation sont susceptibles d'être conviés à la mise en place de ce projet. Il compte bien, oui, reprendre Khazad-dûm. Et à Dal, juste à côté, en 1977, le roi nous quitte. Cette année, le roi Bard, le tueur de dragons, expire dans son lit.
Et la couronne de Dal revient à son fils, le prince Bain. Dal est le foyer d'un grand rassemblement, aussi bien pour fêter le nouveau souverain que pour se pencher sur les récents événements qui ont secoué les terres sauvages. Et là, j'aimerais bien savoir comment ça se passe avec Stenwald, à Dal. Alors, attends, c'est combien d'années là, on est combien d'années après la fin de la campagne? C'est l'année suivante, de Ah, c'est l'année suivante. 1977. Ouais. Stenwald, il doit avoir la cinquantaine. Là, j'ai aucune idée, hein, j'ai plus du tout les dates en tête. Mais oui, quelque chose comme ça. Stenwald, depuis qu'il s'est, enfin, il s'est pas vraiment retiré à Dal, c'est-à-dire qu'il a cessé de battre la campagne avec les autres compagnons pour prendre ses responsabilités essentiellement de conseiller militaire, on va dire, à Dal. Il faisait plutôt partie des. Alors, il avait jamais trahi. Il a jamais. Enfin, comment dire, il est toujours resté fidèle à Bard. Voilà, mais il faisait partie, par contre, des conseillers les plus belliqueux, voilà, les plus durs en termes de politique intérieure et extérieure. Donc, la mort de Bard, ça va quand même l'atteindre pas mal, je pense. Il va peut-être se poser la question, se dire bon, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et puis en bon, loyaliste, en bon soldat, il va donc prêter serment à Bain. Enfin, d'autant qu'en plus il a quand même quelques souvenirs avec le jeune homme. Enfin, il a eu l'occasion de lui prêter main forte bien des années plus tôt avec les autres compagnons. Et voilà, mais peut-être sera-t-il après une fois une fois Bain en place, de plus en plus en retrait. Parce que pour lui, c'est la fin de son époque, en fait. Voilà, il se sent peut-être de moins en moins utile. Donc, je pense qu'il va finir par un peu se retirer, des affaires, entre guillemets. Donc là, voilà, c'est peut-être là où va commencer sa retraite effective, sachant qu'il a une épouse, hein, depuis pas mal d'années, il a des enfants. Et donc il va terminer sa vie, voilà, je pense qu'il mourra par contre pas très très longtemps après, en fait. Après ça, enfin, on va dire que la retraite, il en profitera pas énormément. Et je pense qu'en fait, il va mourir un peu bêtement d'une infection, en fait. Enfin voilà, comme il y en a, comme c'est très courant dans les grandes villes, notamment les maladies qui traînent, etc. Donc il va choper une saloperie et il va mourir assez prématurément, je pense, vers l'âge de 60 ans, ce qui est quand même pas très vieux je pense, pour un homme de Dal. En laissant derrière lui sa veuve, qui de toute manière était comment dire, en charge d'énormément de choses. Il lui abandonnait de plus en plus les responsabilités sur beaucoup de choses. Et ses enfants qui sont toutes des filles. D'accord. Je n'ai pas l'impression que les anciens camarades de Stenwald, qui étaient Frédégar et Agariel, soient retournés à Dal à un moment quelconque. Si, c'est pas impossible pour Agriel, comme je te dis, pendant encore. Tant qu'elle a la forme, quoi, pendant une grosse quinzaine d'années, je pense, après. Elle va faire des voyages plutôt seule, mais pas régulièrement. Elle passera pas souvent, elle passera sûrement une fois à Dal. Peut-être même pour la mort de Bard, en fait. D'accord. Je pense que pour la mort de Bard, elle ira à l'enterrement. Et puis c'est probablement là où
où elle discutera aussi avec des nains de l'expédition qui monte. C'est Balin, il sera en Moria en 2989. Donc, je sais pas quand est-ce il meurt Bard précisément. C'est peu de temps après, hein. Balin, tu veux dire? Balin, J'ai pas la tête, hein. je l'ai facile, hein, j'ai une chrono sous les yeux, quoi. Balin, il se rend en Moria en 2989. Donc 23 ans plus tard, donc je pense qu'il commence à en parler. Bard, quand est-ce qu'il meurt? De 1977. Ah oui, de 1977, exact, ouais, je l'ai là. Je viens de le noter en plus, comme un con. Donc ouais, je pense que ça, je sais pas si ça commence à en parler, mais ouais, sûrement pour l'enterrement de Bard et probablement une fois encore après, si elle a l'occasion de voir Stenwald peut-être dans ses... C'était la question en fait. Est-ce que Ouais, Stenwald est-ce et que Agariel Stenwald... se retrouvent? Est-ce qu'ils cherchent à se retrouver à ces occasions? Ouais, suite à la mort de... Tu vois Agriel à l'enterrement de Bard, c'est quasiment certain, je pense. Faut pas... Oui, je pense aussi, ouais. Je pense que je vais au moins te... Enfin, je sais pas si tu viens me saluer, mais oui, Oh oui, bien sûr. ouais, je viens de te saluer aussi avec... je pense que, enfin, comment dire, pas vraiment de la chaleur parce qu'il s'est écoulé trop d'années et puis effectivement la séparation avec le groupe avait été voilà, c'était faite. Bon, elle sentait bien que, notamment qu'Agariel réprouvait en grande partie l'évolution. Enfin, Stenwald sentait en fait que tu réprouvais la direction qu'il avait prise. Mais cela dit, ouais, Stenwald, il vit quand même beaucoup, sans jamais en parler à personne, et surtout pas à sa femme, mais il vit beaucoup aussi avec la nostalgie de ces années d'aventure. Donc forcément, oui, ça lui fait quelque chose. Je pense que la conversation est pas très prolixe parce que il sait pas trop quoi dire. Peut-être qu'ils évoquent un peu des souvenirs oui, enfin quand même Stenwald là, il s'autorise à reparler de souvenirs, d'aventures, voilà, sans jamais évoquer Jorine, enfin qui reste aussi un autre poids dans l'esprit de Stenwald. Je pense que pour la mort de Bard, je préviens Frédégard, c'est l'année d'après, donc il est peut-être pas encore totalement... Ouais, non, j'y vais, hein, du coup, lorsque tu me préviens, Gariel. Je vais à l'enterrement Ouais. de Bard aussi. Il n'y a pas de problème pour ça. Enfin, ça me paraît Je pense que naturel d'y aller avec tout ce qu'on a fait. c'est nous deux que tu croises et si tu es d'accord, on peut peut-être inviter Stenwald à une soirée, comme on en a fait beaucoup à l'auberge de Dalle. C'est pas l'écaille manquante? Ouais, à l'écaille manquante, merci Maël. Voilà, à l'écaille manquante. Et effectivement, je pense que là, Stenwald vous accepte avec plaisir et ce sera peut-être un des derniers moments, effectivement, dont il se souviendra, comment dire, avec émotion, voilà, avant sa retraite où il va progressivement perdre l'intérêt pour la vie, en fait, tout simplement, de plus en plus. Et pendant ce temps-là, en fait, s'effacent tout doucement deux inscriptions, l'une sur une stèle à à l'entrée est de la route de la forêt des nains qui commence à vraiment être envahie par la végétation. Ici repose Narvi, protecteur de la montagne, qui tomba près des eaux noires, puisse le serment qu'il prêta s'accomplir un jour et cette route revivre. Peut-être même la tombe a-t-elle été profanée parce qu'il y a une hache assez précieuse dans cette tombe. Et la stèle a peut-être été brisée. Et
encore plus loin, à l'ouest de Zirakinbar, près du défilé, au bord d'un ravin, et il y a une inscription dans la roche qui peut-être est régulièrement recouverte de verglas. Aux lignes des montagnes bleues, promis au trépas, promesse tenue. Voilà. Parler de mes anciens personnages. Parce que leurs souvenirs, d'ailleurs, hantent encore d'une certaine manière Agariel et Frédégar. Ouais, pour Agariel, c'est assez clair. C'est quand César, son grand cycle d'aventure a commencé, elle se souvient souvent d'Aeweniel en fait. Ça a été pour elle une grande mise en garde. Et si elle n'a pas l'occasion de... Je pense qu'elle n'aura pas l'occasion, elle va moins voyager. Donc effectivement, elle n'a pas eu l'occasion toutes ces dernières années de se rendre, par exemple, sur la tombe de Narvi. Mais oui, le souvenir de la dernière bataille de Narvi est régulièrement dans les pensées d'Agriel. Ouais. Pareil pour moi. On a quand même vécu des choses ensemble et même si je ne retourne pas me recueillir sur la tombe, même si je ne parcours pas la route à travers la forêt, son souvenir en tout cas reste présent dans mes pensées. Ok. Bien, va arriver le temps de conclure. En 2977, donc, l'année du décès de Bard, bien 30 années se sont écoulées depuis que la compagnie s'est formée. Une compagnie dont le seul membre initial encore vivant à ce stade est Agariel. Et par 30 fois, les feuilles noires sont tombées dans la forêt. C'est une vie d'homme selon les critères de ceux du Nord, mais oui, un battement de cœur pour les elfes immortels. Et la forêt reste pour partie plongée dans l'ombre. Les hommes des bois n'existent plus vraiment. Du moins, ils ne revendiquent plus ce titre. Ceux qui existent encore, et qui sont peu nombreux. Radagast vit toujours à Rosgobel. Il garde un œil sur la colline du Nécromantien. Mais il s'absente régulièrement. Des absences de plus en plus prolongées. Il aime vagabonder dans les bois. On raconte qu'il rend souvent visite aux filles de la rivière. Et d'autres rumeurs avancent qu'il se meut sous la forme d'un oiseau ou d'un renard. Et au sud, le messager du Mordor quitte Dol Guldur. Le spectre de l'anneau est rappelé à Barad-dûr par Sauron. À savoir quelle nouvelle il apporte au Seigneur des Ténèbres sur son trône noir. Il évoque peut-être un Nord faible et divisé. Peut-être parle-t-il des héros qui ont chassé l'ombre des bois. Au-delà de la destinée de vos personnages et de ce qui s'est accompli durant ces 30 années, la terre du milieu perdurera. Et en 100 ans, la guerre de l'anneau viendra mettre un point final à cette histoire. The end. C'est la fin. Bouh. Clap, clap, clap. Bravo. Ouais, Bravo. bravo. Je vais faire un merci petit d'être- AFK et après, si vous voulez bien, on pourra parler questions, souvenirs, critiques et toutes ces sortes de choses. Je reviens un Oui. instant. Pareil, petit AFK pour moi aussi. Bon, j'en profitais aussi. Allez. Ok. Bah, maintenant qu'on sait tout ça, on peut recommencer, non? Ouais. On va enfin pouvoir demander si on a raté quelque chose avec Ostelé le Fou. Et en savoir plus sur, peut-être sur U-Attack.
et bien d'autres. Ouais. Oui, j'avais oublié Osquier. Ça fait bizarre hein, que ça soit fini. Hein. Ah Waouh. bah oui, oui. T'as pas vu le post de Bertrand sur Facebook? Je l'ai vu juste avant qu'on commence la Ah oui. partie, donc j'ai pas eu le temps de commenter ni rien, ouais. Ouais, bah 5 ans, c'est sûr que ouais, ça fait... 5 ans, une pandémie, Ouais. c'est passé des trucs, hein. On peut pas dire. C'est clair. Les événements ont comploté contre nous, mais on a tenu bon. Un retour. Ouais. Oui, on disait que maintenant qu'on sait tout ça, on peut faire un reboot. Mais bon, je crois que non. Donc, on parle d'une adaptation par Peter Jackson qui va consister en 1200 films de 5 heures. Du Kung Fu. Ouais, on peut envoyer le pitch à HBO, hein. Ou Amazon, pardon. Ce sera mieux que les Anneaux de pouvoir. Ta-ta-da. Sinon, on recommence du début et puis cette fois, maintenant qu'on sait, effectivement, on va bien voir. On va ouvrir les portes qu'on n'avait pas ouvertes. On va sauver Bourreau Noir. On fera moins de conneries. On va accorder notre Ouais. confiance à Mogdred. Ouais. Voilà. Alors ça, moi, en tant qu'homme des bois, je suis pas sûr. Hein. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est parce qu'il y a Dread dans son nom et que t'aimes pas le reggae, à vous. Normal. Ouais, bah écoutez, ouais, Re aussi. Bon, bah voilà, je sais pas si vous avez des questions, des remarques, des critiques, des trucs, tout ça. C'est l'occasion. Alors, est-ce que Mogdred était vraiment le fils de... Pardon, je sais plus son nom, mais qui était hyper important. Gomer. Ah, Gomer, merci. Alors, je me souviens pas si les bouquins tranchent vraiment explicitement la question, mais il laissait fortement entendre que non, c'était totalement du pipeau. Haha. Et que c'était un gros connard, oui, à la base. Ah. C'est bien un homme des bois, mais c'est quelqu'un qui avait fait le capot dans les geôles de Dol Guldur pour pouvoir faciliter son ascension, et il bossait clairement avec l'ombre des bois. Au départ, mais Après, c'était très ambigu en fait dans la campagne. Le truc, c'est que il fallait surtout pas qu'il devienne le chef de guerre, parce que là, ça aurait été vraiment une catastrophe. Il aurait été directement au service des Nazgûl de Dol Guldur. Ok. Ah ouais, Mais ouais. dans son évolution après, c'était plus ambigu. Il restait la possibilité jusqu'au tout dernier moment qu'ils trahissent les hommes des bois lors de la dernière marche et que les hommes de la colline du tyran attaquent les autres hommes des bois. J'ai choisi de ne pas jouer dans ce sens-là parce que je trouvais enfin, c'est peut-être trop naïf de ma part de vouloir faire un arc de rédemption à tout prix pour un salopard, mais que l'idée d'aider notamment la reconstruction de la vieille route de la forêt, ce genre de choses. Au départ, c'était clairement des pures relations publiques. Hein. Mais je pense que le personnage avait pu être un petit peu saisi par l'idée que être craint, ça faisait pas tout, en fait. Mais j'ai gardé jusqu'à la fin la possibilité qu'ils trahissent. Le fait que vous ayez pris Pont-Marais très rapidement, c'est ce qui a fait changer la balance pour moi. Parce que Pont-Marais, c'était un petit peu une aiguille, une épine dans le pied de la colline du tyran, qui le mettait en permanence sous la surveillance des orques. Et oui. Et je me suis dit qu'en s'étant débarrassé des orques aussi facilement à Pont-Marais, peut-être que l'assaut sur Dol Guldur n'était pas désespéré, qui lui permettrait d'obtenir enfin véritablement son indépendance.
Donc c'est comme ça que j'ai voulu jouer. Je pense que ça restait un salopard, mais probablement moins à la fin qu'il ne l'était au départ. Par contre, il fallait Bah pas oui. qu'il devienne le chef des guerres. Il fallait vraiment pas. Il s'est quand même sacrifié. Bah, c'est un personnage intéressant du coup. Ah, mais Ouais. c'était Oui, bah qui restait ambigu jusqu'au bout pour nous. Hein. Ouais. Ouais. c'était une décision, un choix de ta part. C'était pas tiré par des jeux de dés ou quoi que ce soit. Tu t'es dit, je vais garder l'ambiguïté de Mogdred. Alors, la campagne restait très ambiguë sur lui. Mais ce qui était clair, c'est que jusqu'à la fin, il y avait la possibilité qu'il trahisse. D'accord. Et c'est ça, par contre, que là, j'ai choisi, ok, non, à ce stade, avec ce qui s'est passé à Pont-Marais, je vais choisir de... Voilà. Je sais pas si ça tient psychologiquement, mais c'est ce qui me paraissait le plus intéressant sur le moment. En fait. Là, il aurait tout à fait pu mûrir en prenant de l'âge et effectivement se rendre compte que c'était plus intéressant, plus sain d'être apprécié plutôt que craint, comme tu dis. Ouais. Ça se tient. Ah oui, moi je trouve que ça se tient et je trouve qu'effectivement c'est plus. Ça ajoute. Enfin, disons que la trahison de Mogdred, ça aurait vraiment donné une teinte assez désespérée, je pense, à la fin de campagne. Et moi je préfère tel que c'est en fait, effectivement, avec oui, plutôt l'arc, la rédemption. C'est ce qui arrive chez Tolkien, hein, enfin voilà, Boromir, même Denethor en partie. Des choses comme ça, je trouve que ça marche, moi. On peut pas te Denethor. Pardon, c'est très mauvais. Désolé. Bon, ça me soulage un peu par rapport à Aldamar parce que au début j'étais là, mais pourquoi Aldamar est d'accord avec Mogdred? C'est pas possible, ils sont censés être ennemis jurés. Enfin, c'est Aldamar qui le haïssait, mais voilà. Finalement, ils ont fait cause commune. Et pour Bain, le fils de Bard, il était quand même. Bon là, je pense qu'il devait y avoir une astuce. Il pouvait pas mourir quand même dans le scénario où on l'a aidé. Ça aurait été un peu. Ça aurait été uchronique. Je me rappelle plus ce que prévoyait le scénario à cet égard. Je crois que si ça merdait de votre côté, il pouvait être sauvé par quelqu'un d'autre de Dal, mais là j'ai plus le souvenir exact en tête. Mais oui, il était censé survivre comme d'autres personnages, hein, comme Grimbeorn, tout ça. Là, aussi. Et ce fameux Hosteler le Fou, dont on a cessé de se dire qu'on avait raté quelque chose dans nos dialogues avec lui. Stylé. Est-ce qu'on est vraiment passé à côté d'un truc Alors, avant de parler d'Ostley, je crois qu'il faut parler de quelqu'un d'autre. Ah. Ouais, U-Attack, ouais, bien sûr. Hein. Et de Nirsa, peut-être. Oui. Alors, vous avez compris quand même qui c'était U-Attack, non? C'est la mère de Nirsa? Non. Non, perdu? Moi, je sais pas. Alors. Non, mais t'étais pas très très loin. C'est sa sœur? Sa sœur? Non plus, non. Sa grand-mère? Sa tante? Mais On non. va tous les faire. Mais pourquoi? Son Sa grand-père. Hey, c'est moi! Non, Vous avez compris au moins quel était le rôle du attaque, non? Benistari. Ouais, c'est terrible, tu nous fais passer pour des débiles, qu'on est sans doute. Hein. Là, je sais pas. Tout ceci est enregistré, hein, je tiens à vous le dire. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Internet ceci est n'oublie en- rien. C'était une espionne au service de Saruman. Ah, Ah, Elle surveillait comment on la aurait pu contrée et deviner ça l'Eriador pour le compte de Saruman. C'est pour ça que s'intéressait particulièrement à ce type qui avait des renseignements sur Gandalf et ses allées et venues dans la région, ce genre de choses. Alors après, c'est pareil, j'ai fait un petit twist par rapport à elle, parce que dans la campagne, comme elle a été décrite, elle était clairement maléfique. Moi, c'est pas comme ça que je vois Saruman à cette époque, en tout cas. C'est l'époque où il commence à vadrouiller, donc je l'ai pas vu quelqu'un comme foncièrement maléfique, juste totalement impitoyable dans ses méthodes. Ce qui l'amenait à terme un petit peu à la même chose. Cet artificier qu'elle avait capturé, il a été interrogé à Orthanc et il n'en est pas reparti, très clairement.
Et donc elle était là pour espionner la comté, les Riador et vous aussi. Par ailleurs, elle n'avait absolument rien de surnaturel, hein. C'était juste une manipulatrice douée. Quoi, Et mais a comment se priori, fait-ce ça a marché. Ah, c'est pas possible, là, Frédégard, il est convaincu, quoi. Ouais. Là, tu- Ouais, Complètement mangé, mordu dans le truc. Hein. Et donc Nirsa, effectivement, a peut-être des choses à dire. Oui, donc il n'y avait pas de lien familial, enfin autre que, sachant que je pense que le peuple, Uatak était d'une landing. Donc Nirsa aussi, donc bah, c'est forcément voilà, un lien parenté très éloigné probable. Mais en gros, l'idée c'était que donc, bah, Nirsa avait quitté très jeune les contreforts des montagnes du pays de Dune parce que globalement voilà c'est la misère. Je sais plus, il y a des raids de Rohirrim à l'époque encore, ou enfin bon, c'était un peu l'idée quand même, hein. Oui, Ouais, et dans l'autre sens aussi, j'imagine. oui voilà, enfin qu'en gros un état de guerre permanent ou avec une vie qui est pas tellement mieux que les vies de réfugiés. Donc Nirsa vraiment toute très jeune, vers 9-10 ans, aurait quitté donc son village et aurait été accueillie, disons, par Uatak dans la compagnie du chariot. Donc en fait, ce qui fait qu'au moment où les personnages, enfin où la rencontre a lieu avec les personnages, bah elle était présente, c'était une très jeune adolescente de je sais plus, je l'avais noté quelque part mais je me souviens plus. Elle avait peut-être 11-12 ans. Et donc elle se souvient, elle se souvenait en fait vous avoir vu. Et c'est pour ça qu'avec la première rencontre avec Nirsa, il y a eu un petit, je sais plus, enfin je crois que j'en ai parlé un petit peu. C'était pas impossible que son visage vous dise quelque chose en fait. Sachant qu'il y avait quand même Ouais, c'est vrai, ouais. des années écoulées entre et que c'était une jeune femme au lieu d'être une préadolescente quoi. Et voilà, et donc voilà, après c'était pas, il y avait aussi tout un truc derrière, c'est que, en tant que membre de la compagnie du chariot, je travaillais pour Uatak et donc par procuration pour Saruman et donc j'étais là avec une mission, précise qui était, d'espionner en fait espionner au sens où d'envoyer des comptes rendus sur les sur les faits et gestes en fait du groupe que je transmettais à Uatak. Alors en pratique, je l'ai fait réellement dans le scénario qu'une fois. Enfin disons que je l'ai vraiment j'ai vu ça avec Bertrand, c'était à la fin du scénario le premier scénario de la lampe de Balti avec le loup-garou. Où en gros j'ai transmis depuis Foncombe quand il y a un moment où il y avait Nirsa qui écrivait une lettre, c'était une lettre à Uatak. Et c'est là qu'a été convenu le rendez-vous à Brie. Donc c'est pour ça que Uatak était présente. Enfin c'est pour ça. Disons que c'était la présence de Uatak à Brie était liée à ça. Et donc il y a eu au cours de la soirée à Brie en fait, Uatak m'a transmis un petit talisman. Qui était en fait la raison pour laquelle dans les hauts des Galgal, Nirsa elle avait un petit avantage, enfin je sais plus quel était l'effet exactement, mais je crois que j'avais l'avantage sur tous mes jets, il me semble. Un truc comme ça, par Tu résistais au pouvoir des êtres des Galgal d'endormir et des choses comme ça, et tu pouvais réveiller des gens instantanément. Oui, c'était ça, ouais. C'est aussi pour ça, effectivement, que tu étais relativement protégé, que les êtres des Galgal ne t'avaient pas attaqué quand tu étais toute seule, quand ça aurait pu se produire autrement. C'est aussi pour ça que Ostley le Dingue, du coup, avait une affinité avec toi, d'une certaine manière. Et donc là, on est sur des trucs que j'ai dû totalement rajouter au scénar, parce que je dois d'abord vous faire un aveu, j'ai été lâche, j'ai été faible dans ce scénario, et j'ai l'impression qu'au moins Frédégard y avait fait allusion une fois. En théorie, vous étiez censé rencontrer Tom Bombadil. Et je ne me sentais absolument pas de jouer Tom Bombadil et de parler en vers et tout ça. Donc quand je me suis dit qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir quand même la bénédiction de Tom Bombadil indirectement via Nirsa,
Et donc c'est pour ça qu'on avait convenu de cet échange. J'avais trouvé une raison un peu tordue pour le motiver. Je t'avais parlé de l'épée de ce prince elfe qui était gardée dans une sorte de catafalque au-dessus de la colline et qui avait des gemmes précieuses. Ce que je me dis, c'est que cette épée elle a été prise pour que les gemmes soient récupérées et qu'on en avait fait plusieurs talismans. Que du coup, il y avait 2 talismans à ce moment-là, parce que Ostley le dingue en avait un, même s'il ne savait absolument pas comment il l'avait trouvé, et du coup, Nyrsa avait l'autre via Uatak et donc Saruman. Et que c'était pour ça qu'ils étaient apparentés d'une certaine manière et protégés dans les hauts des Galgal. Si Atus avait su ça. Ah, ça c'est clair. Ouais, alors oui, alors ça effectivement, je me souviens la fin de ce scénar où tout le monde se demandait mais pourquoi le spectre, machin. Et puis non, bah clairement Nyrsa, elle allait rien dire. Et voilà. Petite cachotière. Bah oui. Et après aussi, enfin disons que sur l'évolution en soi du personnage de Nyrsa, ça, c'est aussi pour moi ce qui explique aussi la fin que j'ai choisie. De rédemption, hein, clairement. Qui est que, au bout d'un moment, effectivement, elle se rend compte qu'il y a quand même, même si c'est pas ce qu'elle a voulu ou cherché au départ, de l'affection et des liens d'amitié. Donc à Dol Guldur, à la toute fin, elle se dit soit je m'enfuis, enfin j'essaye de survivre avec les autres, mais ça veut dire que j'aurai des comptes à rendre déjà, enfin j'aurai des comptes à rendre à Uatak et qui va me demander des nouveaux rapports, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est aussi pour ça, enfin c'est peut-être même une des raisons majeures qui font qu'elle se dit non. C'est en gros ces années-là, c'était les plus, enfin, au sens oui, quelque part, c'est les plus belles, les plus riches de sa vie. Donc elle se dit qu'elle préfère que ça s'arrête là plutôt que de revenir et de se retrouver forcément de nouveau, soit en porte-à-faux avec Agariel, Fredo et Atus, soit devoir affronter les foudres de Uatak et indirectement Saruman, ce qui l'attend pas non plus que ça. Voilà. Tout s'explique. Et quand j'ai le coup, parce que la lettre quand même que j'ai écrite à Foncombe, c'était pas hyper discret. Enfin, je veux dire, j'en ai parlé, c'était ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Moi, je me suis dit qu'en fait, il y avait un lien de parenté avec Uatak, tout simplement, quoi. Mais j'avoue que Uatak, Saruman, j'ai pas vu du tout le coup venir. Hein. Là, je sentais bien, mais pour qui elle bossait, j'arrivais pas à voir qui, en fait, pour qui elle pouvait travailler. Et je cherchais du côté du pays de Dune. Mais comme il n'y a pas de figure majeure, tu vois, du côté du pays de Dune, je me suis dit, bon, ils ont peut-être leur réseau de renseignements. Mais ouais, je trouve qu'en fait, après ce que tu nous as expliqué, Bertrand, je trouve que c'est un super choix d'avoir... c'est bien comme ça, effectivement, parce que Saruman nous a croisés. On n'a plus du tout entendu parler de lui suite au dernier combat de Narvi. On n'a plus du tout entendu parler de lui, quoi. Et ouais, je trouve que c'est intéressant, là. Très chouette, en tout cas. Mais moi, moi je me suis dit que tu avais juste une relation de parenté, en fait, avec Uatak, voilà. De toute façon, oui, on sait, ce qui était vrai en un sens, oui. Au pays de Dune, c'est un pour tous cousins, donc bon... Voilà. C'est bien. J'ai apprécié que ce soit une occasion de la ramener, parce qu'il y avait un gros problème dans la campagne de l'Ariador, parce qu'il y avait plusieurs personnages qui pouvaient être importants, qui étaient introduits, mais il aurait fallu que je crée des scénarios autour d'eux à chaque fois, et j'y arrivais pas. Avec toute la forêt noire à côté à faire et tout ça, donc il y en a plusieurs que j'ai laissé tomber. Mais j'étais content de ramener Uatak, parce que c'était un personnage que je trouvais intéressant, pour le coup. Ouais, clairement. Ouais. Super Puis ça a perso. donné à Fredegar l'occasion d'avoir sa deuxième séance. Non, pour moi, c'est un des meilleurs persos de la campagne, Uatak. Et effectivement, j'ai un peu compris ça quand on n'a pas eu de suite, par exemple, du tout sur le chef demi-ogre, on n'a pas eu de suite du tout sur la... c'est une Maya, hein, c'est ça qui a été corrompu. Ouais. C'était les deux auxquels je pensais en plus du attaque. Et eux, je suis désolé, je m'en veux quelque part parce que j'avais envie d'en faire quelque chose, mais ça m'est totalement sorti de la tête au fur et à mesure de la campagne.
Mais c'est bien parce que je me suis dit que ça allait l'histoire de la Maya, voilà, j'y ai pensé pour la retraite d'Agariel aussi, mais elle peut pas, tu vois, se relancer un défi pareil. Voilà, mais typiquement, ça peut rentrer dans le lore personnel d'Agariel qui n'intéresse à vrai dire que moi. Dans un sens, moi, je pense pas que ça intéresse les gens. Mais oui, je pense que cette histoire de Maya et cette histoire d'ogre, ça peut revenir plus tard avec sa petite fille. Typiquement, je pense que c'est quelque chose qu'Agariel raconte à sa petite fille qui s'appelle d'ailleurs Alot. Voilà, H-A-2-L-O-T, ce qui veut dire c'est fleur de quelque chose, mais là j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Ah oui, la fleur cachée en fait, voilà. Est-ce qu'Agariel a fini par rencontrer Marc Léviel? Alors, je crois qu'il y a eu une petite signature à Foncombe. Je crois qu'elle a dressé la tente devant le... Voilà, il y a une petite signature, petite rencontre masterclass après. Non, mais je sais pas, est-il vivant? Est-ce que Marc Léviel est vivant? Ouais, c'est un elfe. Bah oui, voilà, c'est ça, je sais pas, peut-être il a décidé de franchir la mer et d'aller au Havre. Parce qu'on allait lui remettre le prix interalliel. Bon, j'ai peut-être coupé Twitch. Même s'il y a Ouais, personne. et moi je peux couper YouTube sur cette boutade. Voilà. Voilà. Dans ce cas, Parce que bon, peut-être bon. il y en aura encore sur Donjons et Dragons. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Il y a même. Mais discrète. Ça risque. Discrète. Pas que ça gâche non plus. Non, voilà, vous pouvez nous suivre. On va normalement attaquer Ravenloft, public de YouTube. Voilà. À la prochaine. À bientôt, à À une la prochaine. prochaine. À bientôt. À bientôt YouTube.